Bonjour Bernard Gruson. Bonjour. Merci de nous accompagner dans ce magazine Pulsation, magazine spécial. Nous allons revenir sur des sujets très concernants qui ont en partie animé ces 15 années que vous avez passées à la tête des hôpitaux universitaires de Genève. Avant de rentrer plus en détail sur les contenus de ce jour, un mot peut-être sur une aventure qui se termine, mais aussi un nouveau chapitre pour vous qui s'ouvre. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Totalement serein. J'ai fait ce que je pouvais faire, pas tout seul, avec beaucoup de personnes. Ça a été une époque merveilleuse. Toute page se tourne à un moment donné de votre histoire. Alors nous allons dans ce magazine revenir sur des sujets qui vous touchent et qui vous ont, je l'ai dit, accompagné en partie. D'abord la place du patient, cette nouvelle place du patient qui devient de plus en plus acteur de son traitement et une relation aussi qui a grandi entre le patient et le soignant. Nous évoquerons également les coûts de la santé qui est un sujet d'actualité autour de cette évolution culturelle médico-économique. Vous y avez tenu pendant ces 15 années. Nous évoquerons aussi la qualité des soins, la technologie qui a bien sûr progressé pendant ces 15 dernières années. Mais avant cela, je vous propose de regarder un document assez court où nous allons comprendre que la mission des hôpitaux universitaires de Genève n'est pas seulement de soigner. On a une triple mission, la mission de soins, et si possible de soins d'excellence. Deuxièmement, une mission d'enseignement, puisque les étudiants en médecine sont en stage dans nos services et doivent être formés pour cela. Et même en post-gradué, on doit aussi former tous les spécialistes. Et troisièmement, une mission de recherche. On doit faire évoluer notre spécialité au plus grand bénéfice des patients. Soigner, chercher, enseigner, une interdépendance, j'imagine, de ces différentes missions. C'est spécifique à un hôpital universitaire comme les HUG. Mais c'est ce qui fait sa force, son intérêt. C'est le cœur de cette mission, c'est les interactions existantes entre les soins et la recherche. Par exemple, ce qu'on appelle la recherche translationnelle, qui permet du lit du patient jusqu'au laboratoire de trouver, de chercher d'abord et de trouver ensuite, et surtout d'apporter un plus, souvent à moyen et long terme, pour les thérapeutiques, les traitements et le confort de vie du patient. C'est un carrefour des connaissances d'aujourd'hui, c'est aussi un centre d'accueil des connaissances de demain. C'est un vrai carrefour ici. Oui, avec près de 200 nationalités qui coopèrent au service du patient, de l'enseignement et de la recherche, un grand nombre de professions différentes, de la médecine aux soins infirmiers, à la logistique, du nettoyeur au professeur, a-t-on coutume de dire. C'est une petite ville avec sa richesse, ses contraintes, ses aventures et parfois ses tristesses. Alors vous connaissez cette grande maison depuis très longtemps, vous la dirigez depuis près de 15 ans. Vous avez vu évoluer notamment la relation qui existe entre le patient et les soignants, une évolution considérable qui a grandi avec un patient qui devient de plus en plus acteur de son traitement. Je vous propose de regarder et d'écouter quelques extraits, on en parle juste après. On doit se transformer quand on a une maladie, mais on reste une personne, et une personne porteuse d'une maladie. Au niveau de l'accompagnement, je trouve que tout le personnel soignant est vraiment là pour accompagner les patients et pour les traiter comme une personne complète. On ne se sent pas, on n'est pas juste un cas, on n'est pas juste un patient qui véhicule une maladie. C'est important de connaître sa maladie et ses traitements. Ça ne suffit pas et il faut que le patient puisse comprendre pour l'aider à accepter quelque chose qui peut être parfois inacceptable. Et un des derniers objectifs, c'est d'accompagner le patient dans son choix de vie, priorité de vie, pour qu'il y ait un meilleur sens, une cohérence dans la vie et de grandir finalement. Le patient devient maintenant
véritablement un acteur très actif dans sa maladie. Et ça, je pense que c'est un changement de paradigme très important. Et ça, je pense que c'est une tendance qui est absolument indispensable dans un temps où de plus en plus de patients sont atteints de maladies chroniques. En cardiologie, je pense bien entendu à l'insuffisance cardiaque, mais aussi à la maladie coronarienne, aussi à la fibrillation auriculaire. Ce sont des pathologies où le patient doit connaître toutes sortes de choses, doit pouvoir se prendre en charge. Et je pense que le système de santé va beaucoup apprécier que le patient lui-même sache le faire et que tout ne revienne pas aux professionnels de la santé. Une certaine forme de délégation. Il est important de responsabiliser le patient et de lui donner aussi ce rôle d'acteur de sa propre maladie et de ne pas non plus, ça a été dit dans ce document, le cantonner à sa propre pathologie. C'est aussi le fruit d'une évolution de la société. Ces 30 dernières années, le niveau de connaissance des patients par rapport aux problèmes de santé et donc par rapport à leur propre santé a considérablement augmenté du fait des nouveaux moyens de communication. Ça s'est accéléré avec l'Internet. Évidemment. Donc l'éducation permanente a permis aux personnes d'aller plus vers une prise en charge de leur propre maladie. Ça rejoignait la préoccupation des soignants qui, depuis de nombreuses années, savent que de la compliance du patient à son traitement, de la relation médecin-malade pendant le traitement, dépend l'amélioration de l'état de santé, ou tout au moins la conservation d'un état de santé au long cours. Vous avez le sentiment que pour une certaine catégorie du personnel, qui forcément est un personnel sachant, il était difficile de suivre cette évolution ou au contraire, ça a été un accompagnement plus facile que prévu? Je pense qu'il y a dans le ressort intime de toutes celles et ceux qui travaillent pour le bien-être des autres, que ce soit social, psychologique ou médical, il y a un ressort intime altruiste. Personne ne veut rendre les autres dépendants dans ces professions. Donc je pense que de longue date, depuis le serment d'Hippocrate, il y a cette volonté de participation du patient à son traitement. Simplement, on suit à l'hôpital et dans ces métiers les mêmes évolutions dans la société. Si vous regardez les rapports entre les enseignants et les enseignés, le maître d'école, il y a 30 ans, nous ne sommes plus dans les mêmes rapports. C'est donc la même chose dans le domaine des soins. Alors vous avez l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Nous sommes aussi dans un monde guidé par l'économie, par des recettes, mais aussi et surtout des dépenses. Vous avez initié aussi des évolutions en interne au sein des hôpitaux universitaires de Genève, notamment au travers d'une évolution culturelle, médico-économique. C'est un enjeu majeur. Pourquoi avoir fait ce choix? Ça s'est imposé comme une évidence? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les finances publiques, le poids du coût de l'assurance maladie, le total des dépenses de santé n'a fait qu'augmenter parallèlement avec le développement des compétences, le développement des thérapeutiques médicales et les aspirations et les besoins de la population. Pour le surplus, toute activité humaine a un rapport marchand. On a commencé avec les coquillages. Aujourd'hui, on paye des primes d'assurance maladie. Donc, le souverain dédain vis-à-vis de l'argent est d'une hypocrisie considérable. Donc, il était nécessaire de réconcilier le monde hospitalier avec l'économie des soins. Et là, il y a eu de profonds changements culturels à l'intérieur de l'hôpital et dans les professions médico-soignantes. Je propose de regarder quelques témoignages et de continuer ensuite sur cette notion de maîtrise des coûts qui, on va le voir, n'est évidemment pas incompatible avec une qualité des soins optimale. Comme on est un peu en tension sur les ressources, il faut qu'on soit certain que chaque ressource qu'on utilise soit bien utilisée. Il faut qu'on soit certain qu'on ne prive pas des patients qui auraient besoin de nouveaux traitements, qui auraient besoin de nouvelles technologies, parce qu'on a peut-être mis nos ressources là où ça ne valait pas tellement la peine. La chirurgie minimalement invasive diminue les coûts de la chirurgie. Le patient sort plus vite, a moins mal, se rétablit plus vite. Ça diminue les coûts de la santé. C'est une mesure d'économie de la santé, la chirurgie minimalement invasive. Ce n'est pas une chirurgie de luxe, c'est une chirurgie donc de plus en plus indispensable à une ère où les coûts de la santé continuent d'augmenter
et vont certainement continuer d'augmenter. Donc diminuer le séjour hospitalier, simplifier la prise en charge du malade, lui permettre de rentrer beaucoup plus rapidement à domicile, avec moins de traitements, moins de médicaments, est un élément très important qui diminue les coûts de la santé. La chirurgie minimalement invasive y contribue très largement, et la chirurgie robotique aussi. Je pense que c'est une évolution culturelle parce que pendant longtemps, on séparait les domaines. On disait, moi j'ai fait la médecine parce que je veux être médecin, j'ai pas fait la médecine parce que je veux faire de la gestion. Y compris si je suis chef de service, chef de département, je veux dire, c'est normal, j'ai entendu des médecins dire ça. Et je comprends qu'ils disent ça parce que c'était comme ça avant, il y avait une division très importante entre les différentes, différents domaines d'activité. Le changement de culture, c'est que tout le monde doit être capable maintenant de porter la logique qui est de se dire, mais j'ai des ressources à ma disposition, je dois être capable de les utiliser le mieux possible pour le bien du patient et pour le bien de l'hôpital. Voilà. Et ça, c'est un changement de culture parce que ça veut dire que je dois être capable de réconcilier les différents intérêts. C'est vraiment une approche à la fois économique, oui, mais à la base, il y a une approche de la médecine factuelle, evidence-based medicine. On doit se poser la question, est-ce qu'il y a une évidence scientifique que le bilan radio du thorax sert à quelque chose? C'est une approche scientifique. Et basé là-dessus, on doit aller plus loin et intégrer ces données dans notre pratique courante, notre pratique clinique. Ce pas entre la science et la pratique clinique doit être fait. Et ça, c'est un procès qui prend du temps et qui nécessite aussi que nous, les médecins, changeons nos habitudes, nos attitudes. Changer d'habitude et changer d'attitude. C'était un sujet tabou au départ, lorsque vous avez initié ce changement culturel? Au début encore des années 80 et même au début des années 90, j'ai encore souvent entendu « il n'y a jamais assez d'argent pour bien soigner ». Donc il a fallu commencer par démonter cette affirmation qui est en réalité d'une grande médiocrité. Les patients méritent mieux que cette affirmation dans la mesure où il y a des effets pervers à des actes inappropriés, il y a des effets pervers à une durée d'hospitalisation trop longue, mais aussi trop courte. Vous voyez très très vite que la qualité et le prix, ou l'économie, ne sont pas des opposés. En réalité, les meilleurs hôpitaux du monde sont ceux qui conjuguent le mieux recherche de la qualité et recherche de l'économicité, au nom de ce qu'a dit l'un de vos interviewés, au nom de la science et de l'évidence-based medicine, par exemple pour les disciplines où cela s'applique. Vous avez le sentiment aujourd'hui que tout le monde a compris l'enjeu et que le jeu est réellement joué par chacun? J'ai le sentiment qu'il y a un profond changement de paradigme culturel chez la plupart des médecins et des soignants et des thérapeutes à ce sujet. Parce que l'environnement nous montre aussi, comme vous le savez, j'ai souvent dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, et que cela pèse de plus en plus dans les budgets des ménages et de la collectivité. Avec une ligne comme celle-ci, les hôpitaux universitaires se rapprochent de la démarche d'une clinique privée, ou au contraire l'écart est encore bien réel? Je ne ferai pas la comparaison dans ce sens-là. Je comprends les contraintes de la clinique privée, qui est une entreprise privée qui doit faire du bénéfice. Nous ne devons pas faire de bénéfice. Ça n'empêche pas que nous devons nous imposer les mêmes exigences de qualité dans la gestion, dans les soins que nous donnons également. Bien entendu, d'abord dans les soins. Alors vous avez aussi tenu à ce que les HUG regardent ses propres réussites, bien sûr, mais aussi parfois certaines de ces erreurs pour pouvoir progresser et s'améliorer au travers de retours d'expérience. Je vous invite à écouter le professeur Clerc sur ce sujet et on en parle juste après. En fait, ce qu'on a à gérer, c'est une complexité croissante des soins. La médecine ou la chirurgie s'adresse à des malades de plus en plus sévèrement atteints et donc l'intérêt pour progresser, c'est de connaître là où sont nos imperfections, donc déjà de les connaître, de les mesurer et à partir de l'analyse qui est faite lorsqu'il y a un incident, de pouvoir améliorer la pratique au quotidien. Donc c'est au fond cette incitation à déclarer les incidents
C'est un changement culturel et c'est un changement qui s'est fait progressivement, au fond, depuis 10-15 ans dans cette institution. Donc incitation à déclarer, réalisation d'analyse des accidents lorsqu'ils surviennent et correction de la pratique lorsqu'il y a des pratiques qui étaient inadéquates. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un changement culturel. Dans les années précédentes, on ne s'intéressait qu'à nos succès. Là, on doit s'intéresser aussi, bien sûr, à nos succès, mais aussi à nos échecs ou à nos imperfections. Et c'est indispensable pour faire progresser ces soins. Je le rappelle, sont de plus en plus complexes. Apprendre de ses erreurs, tout le monde le fait. Les HUG ne le faisaient pas auparavant? La clé de la communication, en réalité, c'est l'authenticité. Les messages qui passent sont ceux que reçoit quelqu'un qui a le sentiment qu'on lui dit vrai. Quand il a le sentiment qu'on le mène en bateau ou qu'on lui ment, d'abord il n'écoute plus et en plus il devient vindicatif. Donc j'ai l'expérience d'une équipe qui s'était trompée dans un transfert de flacons de sang. Je commençais ma carrière de directeur d'hôpital. On a immédiatement fait appel à moi alors que j'avais zéro compétence technique sur cet objet. Mais j'ai écouté tout le monde. Il y avait les tenants, on ne va pas le dire à la famille. Surtout, on ne dit rien. Il y avait une partie de l'équipe qui disait si, il faut le dire. Alors j'ai fait le choix de il faut le dire. Donc l'hôpital est à la fois le centre, le temple du secret, parce qu'on doit préserver l'intimité du patient et son secret. Mais c'est aussi le temple de la communication, parce qu'on ne communique bien avec les patients que si on leur dit les choses de manière authentique. Je n'ai pas dit qu'il faut tout dire, mais ce qui est dit doit être dit de manière authentique. Je vous propose de regarder 2 témoignages autour de la cardiologie. Là aussi, les avancées technologiques ont été multiples. Et sur la place de l'image, qui aujourd'hui est partout, à la télévision, mais aussi à l'hôpital. Comme médecin cardiologue qui voit des patients tous les jours, le service de cardiologie peut et bénéficie des meilleurs moyens diagnostiques pour identifier les pathologies cardiovasculaires, toutes les pathologies cardiovasculaires, et également pour le traitement de ces pathologies cardiovasculaires. Notre service est un des meilleurs en Europe, si ce n'est plus. L'imagerie aujourd'hui joue un rôle extrêmement important, pas seulement pour le diagnostic, pour trouver les maladies, mais aussi pour le suivi des patients. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un arsenal technique et de nouvelles technologies dans de très nombreux domaines qui sont en train de se développer. Alors c'est aussi bien le cancer que les maladies cardiovasculaires, que des maladies de la vieillesse, des maladies dégénératives. Et on a dû s'équiper d'un certain nombre de nouveaux appareils, de maintenir une certaine avance technologique pour développer ces nouvelles techniques. Alors, il y a quelques années, c'est vrai que l'imagerie dite moléculaire, enfin l'imagerie où on commence à voir comment fonctionnent les organes, a pris un certain essor. Et c'est là où la médecine nucléaire, l'imagerie moléculaire a pris un certain développement et qu'on a pu investir dans ce domaine-là, où maintenant l'hôpital de Genève est un des leaders, en tout cas en Suisse et en Europe, dans ce domaine-là. On soigne mieux aujourd'hui qu'il y a 15 ans? On soigne aujourd'hui différemment en fonction du nombre de connaissances qui sont supérieures à celles qui existaient il y a 15 ans. Ne pas prendre de l'avance, c'est s'imposer du retard dans un établissement comme le vôtre? Ne pas investir, c'est s'imposer du retard. Dans ce magazine Pulsation, nous allons aussi profiter de vous en parlant de vous. Le grand public vous connaît au travers de votre activité de directeur général des hôpitaux universitaires de Genève. 15 années d'exposition. On vous connaît au travers des médias, on vous connaît peu. Que faites-vous à côté de l'hôpital? Malheureusement pas grand-chose, ou trop peu de choses, si ce n'est beaucoup lire, écrire, lorsque je réussis à dégager du temps pour ça. J'ai une activité sportive trop irrégulière, mais j'en ai une. J'aime bien la petite balle blanche et l'herbe rasée, effectivement. La marche, j'adore les voyages. Qu'allez-vous regretter de ces 15 années? Le pouvoir, l'autorité, l'intérêt, l'effervescence, les relations humaines?
la solidarité et le plaisir d'arriver ici tous les jours et de rencontrer des gens que j'aime. Ça, c'est ce qui va manquer le plus, parce que ça devient une routine. Tous les jours, vous arrivez, vous retrouvez les mêmes personnes avec qui vous avez construit des relations, des rapports professionnels, certes, avec son côté parfois artificiel, mais c'est ce qui manquera le plus. Par contre, je serai soulagé des titres des gazettes People, je serai soulagé des questions parlementaires inutiles et je serai soulagé des tracts calomniateurs. Vous serez aussi en partie éloigné de toutes ces émotions que l'on vit au sein d'une structure comme celle-ci. Je vous propose de regarder un document, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Autour d'une histoire, il y a de très belles histoires au sein d'un hôpital, il y en a de moins belles. Celle-ci est très belle, elle concerne un bébé qui doit être opéré du cœur avec des parents qui sont forcément concernés et avant tout très touchés. Regardez. Notre fille a un souci, une opération elle doit être opérée du cœur. Quand on aborde cette situation, alors on a beaucoup de questions dans la tête, etc. On pense que ça va être extrêmement difficile et plus on obtient d'informations, plus on voit le niveau technique, le niveau de progrès, l'équipement de l'hôpital, la manière de fonctionner, plus on prend confiance et moins l'épreuve est difficile. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir confiance, de vivre le jour au jour, de lui faire confiance à son bébé aussi. Parce qu'on oublie que les bébés, ils sont beaucoup plus forts qu'on pense. Et Justine nous a montré qu'elle était vraiment très forte. On respire, c'est magnifique. Et voilà, il n'y a pas de mots. On a été très bien préparés. Beaucoup d'informations, beaucoup de soutien, beaucoup de gens autour de nous. On est presque devenus des spécialistes. Ça nous a beaucoup aidé à franchir les différentes étapes. Au-delà des coûts, au-delà des questions politiques, au-delà des conflits, au-delà des infrastructures et des investissements, il y a ces émotions irremplaçables. Elles vont vous manquer? Oui, j'ai quelques souvenirs très présents, dont une petite fille qui était devenue aveugle suite à un cancer et à qui je posais la question idiote parce que je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Elle m'a répondu, je vois avec le cœur. Oui, bien sûr, si on est ouvert à entendre ce que nous disent les autres, malheureusement, l'activité humaine nous rend peu disponibles pour entendre. C'est une nourriture. Dernière chose, vous êtes arrivé ici en 1989, vous avez dirigé les institutions universitaires de gériatrie. Vous avez beaucoup travaillé avec les personnes âgées. Quel vieux serez-vous? Le chemin quotidien me le dira. Je suis incapable de prévoir. Je n'ai jamais rien prévu en réalité, ni ce que j'ai fait dans la première partie de mon activité professionnelle à l'Hospice Général, ni la suite sur le plan de la santé. Je ne prévois jamais ce genre de choses. Quand je suis dans l'activité, je prévois. Mais je ne prévois pas ce qui arrive. Parce que j'avais un grand-père qui disait « il ne faut pas provoquer le destin, il faut le laisser faire ». Merci de nous avoir accordé ce temps et cet entretien après ces 15 années passées à la tête de ce navire. Merci. Merci à vous.